Il pleuvait encore à Paris. Je marchais vite dans les rues mouillées, sans but. Dans ma poche, j'avais seulement 20 €. Je n'avais rien de plus. Mes chaussures étaient vieilles et le vent froid passait par les trous de mon pantalon. Mais le pire était ce que je ressentais. Je me sentais vide et seule. À la maison, ma mère était couchée, malade. Elle était faible et chaque jour elle allait plus mal. J'avais très peur pour elle. Je ne pouvais pas l'aider. Je n'avais ni travail, ni argent, ni plan. Tout dans ma vie semblait faux. C'était comme si tout coulait lentement vers le bas. Je me sentais seule, même si des gens étaient autour de moi. Personne ne savait ce que je vivais vraiment. En marchant, je murmurais à Dieu, « S'il te plaît, donne-moi une chance, donne-moi du travail, je veux changer quelque chose, je veux aider ma mère. » Puis, je vis une grande vitrine. Sur une affiche, on lisait « Personnel recherché, début immédiat ». Mon cœur battit plus vite. Peut-être que c'était ma chance. J'entrai. La maison était très calme, presque endormie. Je frappai une fois, mais personne ne répondit. Alors je frappai encore. Un grand homme ouvrit la porte. Ses yeux semblaient fatigués, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps. Sa voix était calme et grave. « Oui ?» demanda-t-il. Je pris une grande inspiration et dis doucement que je cherchais du travail. Il me regarda un instant et se tut. Puis il dit « Viens demain à 8 h. Sois ponctuel. » Lentement, il ferma la porte. Je restai encore un moment, sans savoir si c'était réel. Tout bas, je dis merci. Cette nuit-là, je dis à ma mère que j'avais trouvé du travail. Elle sourit faiblement et dit doucement « Travaille bien, Malena, et reste gentille. Je le lui promis. » Le lendemain matin, j'étais très tôt devant la villa. Une femme m'a ouvert la porte et m'a expliqué mes tâches. Je nettoyais des tables, lavais la vaisselle et pliais du linge. Tout était grand et très silencieux. La maison avait beaucoup de pièces, mais elle semblait vide. Il n'y avait ni rire ni musique, seulement le bruit des pas. À midi, je l'ai revu. Monsieur Dubois était assis seul à la fenêtre et lisait des documents. Il ne leva pas les yeux. Je posai le plateau doucement et dis « Votre café, monsieur ?» Il fit seulement un signe de tête. Je le regardai un instant. Son regard était lointain, comme perdu ailleurs. Les jours passaient ainsi. Il ne souriait jamais et posait presque aucune question. Un soir, pendant que je nettoyais son bureau, je vis une photo au sol. Sur la photo, il y avait une femme avec un petit garçon. La femme avait l'air heureuse. Je posai la photo avec soin sur son bureau. Quand il entra, il demanda calmement si j'avais touché l'image. Je répondis doucement qu'elle était par terre. Il me regarda brièvement. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, seulement une profonde tristesse. Puis il se tourna et dit que je pouvais partir. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je pensais sans cesse à son visage. Je sentais qu'il était blessé à l'intérieur. Peut-être que cette femme lui manquait. Peut-être était-ce sa femme. Je ne savais pas pourquoi cela me touchait, mais c'était le cas. Le matin suivant, il se tint à la porte et dit doucement que je travaillais bien. Je souris et dis merci. C'était le premier mot gentil de lui. Mon cœur se réchauffa. Quelques jours plus tard, j'entendis un bruit en nettoyant. Un verre lui était tombé des mains et s'était brisé. Son doigt saignait. Je courus vers lui et dis d'attendre. Je pris un tissu et le pressai sur sa main. Il sembla surpris. Je dis calmement que ça irait vite mieux. Il me regarda longtemps et murmura que je n'avais pas peur de lui. Je souris et demandai pourquoi je devrais avoir peur.
Il ne répondit pas, mais je vis quelque chose de nouveau dans ses yeux, une petite lueur d'espoir. Il dit doucement « Merci, Léna ». Entendre mon nom dans sa bouche était étrange, mais aussi chaud. Le soir, je racontai à ma mère qu'il n'était pas un mauvais homme, seulement très seul. Elle sourit et dit que je devrais peut-être apporter un peu de lumière dans sa vie. Je ris et répondis que je n'étais qu'une aide ménagère. Elle dit que parfois, même les aides ménagères réparent les cœurs. Ces mots restèrent longtemps dans ma tête. Dès ce jour, je décidai de ne pas seulement garder la maison propre, mais d'y mettre aussi un peu de vie. Je ne savais pas encore que cette maison testerait plus tard mon courage, mon cœur et tout ce que je pensais de l'amour. Les jours dans la villa passaient très lentement. Je travaillais du matin au soir. Je lavais la vaisselle, repassais le linge et apportais du thé à Monsieur Dubois. La plupart du temps, il restait seul, lisait ou regardait longuement par la fenêtre. Son silence remplissait toute la maison. Parfois, je voulais demander s'il allait bien, mais je ne le faisais pas. Je n'étais que l'aide ménagère. Un soir, alors que je lui apportais du café, il demanda soudain comment allait ma mère. Je fus surprise et dis qu'elle allait un peu mieux. Il hocha seulement la tête et dit doucement « bien ». Ce seul mot me réchauffa. Pour la première fois, il ne ressemblait pas seulement à un patron, mais à un homme qui voulait parler. Puis, quelque chose changea. Certains matins, il me disait bonjour. Parfois, il laissait un petit mot avec écrit merci. Je voyais qu'il faisait un effort. J'étais heureuse quand il était aimable. Ma mère me dit au téléphone que Monsieur Dubois semblait très seul. Il avait besoin de quelqu'un pour le rappeler à la vie. Je souris et répondis « peut-être ». Un après-midi calme, je le trouvai dans le salon. Il regardait encore la photo, la femme et le garçon. D'abord, il ne me vit pas, puis il dit doucement que c'était sa femme. Elle et leur fils étaient morts dans un accident. Je restai figée. Je ne savais pas quoi dire. Il me regarda avec des yeux fatigués. Il dit qu'après cela, il avait cessé de croire à la paix. Ses yeux étaient humides. Je dis doucement que j'étais désolée. Il hocha seulement la tête et se tourna. Cette nuit-là, je pensais longtemps à ces mots. Il avait beaucoup d'argent, mais son cœur était brisé. Cela me semblait très injuste. Je décidai d'apporter un petit peu de lumière dans sa vie. Peut-être sourirait-il de nouveau un jour. La semaine suivante, il fut très occupé. Le soir, plusieurs hommes venaient le voir. Ils portaient des costumes et parlaient doucement. On me dit de partir plus tôt ces jours-là. Une fois, j'avais oublié mon sac et je revins. J'entendis un homme dire que Marc ne devait pas faire ça dans la maison. Un autre répondit qu'Alex ne savait rien. Je ne compris pas tout, mais je sentis que quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la soirée, je vis Alex. Son visage était tendu. Doucement, il me dit de dire qu'il n'était pas là si quelqu'un demandait après lui. Je fis oui de la tête. Mon cœur battait vite. Il se passait quelque chose, mais j'ignorais quoi. Quelques jours plus tard, Alex tomba malade. Il avait une forte fièvre et resta au lit. Je fis de la soupe pour lui et lui donnai ses médicaments. Il dit que je n'avais pas à faire cela. Je souris et répondis que quelqu'un devait prendre soin de lui. Il se tut un instant, puis il dit doucement que personne ne lui avait dit cela depuis des années. Ma gorge se serra. Je répondis qu'il devrait l'entendre plus souvent. Il sourit légèrement. C'était le premier vrai sourire que je voyais chez lui. Ce moment resta dans mon cœur.
Je n'en parlais à personne, mais je sentais que j'éprouvais trop pour lui. Le lendemain matin, en rangeant son bureau, je vis un dossier ouvert sur la table. On y lisait des mots comme prêt, virement et signature. Je le fermai doucement. Plus tard, quand il me vit là, il parut nerveux. Il demanda si j'avais lu quelque chose. Je répondis non. Il inspira profondément, dit d'accord et me pria d'être prudente dans son bureau. Je fis oui de la tête, mais je sentis sa peur. Cette nuit-là, il ne mangea rien. Il resta seul dans sa chambre. Je l'entendis téléphoner. Sa voix était douce mais dure. Il disait qu'il terminerait le deal si on le trompait encore. Puis, le silence revint. Je restai près de la porte et écoutais. Mes mains tremblaient. À qui parlait-il et pourquoi était-il si en colère? En allant dans ma chambre, j'appelai ma mère. Je lui dis que quelque chose semblait faux et qu'Alex avait de gros ennuis. Je le sentais simplement. Elle dit calmement que je devais prier pour lui. Doucement, je dis que les bonnes personnes ont souvent de dures épreuves. J'ajoutais que je crois qu'il est meilleur qu'il ne le pense. Le matin suivant, Alex sembla très fatigué. Ses yeux étaient rouges. En me voyant, il souffla doucement. « Merci d'être resté. » Je ne compris pas bien, mais ces mots me touchèrent. Le soir, je trouvai un billet dans la cuisine. Il disait « Merci pour la soupe. Tu me rappelles que tout n'est pas perdu. » Je lus le billet plusieurs fois. Pour la première fois, je sentis qu'il me voyait non comme aide, mais comme personne. Je ne savais pas encore que derrière son calme sourire, une tempête se formait. Quelque chose dans sa vie commençait à se briser. Bientôt, cela nous entraînerait tous deux vers une vérité inattendue. Alex travailla de nouveau tard dans la nuit. La lumière sous la porte de son bureau montrait qu'il était encore réveillé. J'avais fini de nettoyer et je voulais partir quand j'entendis un bruit fort. Quelque chose était tombé. Mon cœur battit vite. Je courus. Un verre gisait brisé au sol et Alex saignait à la main. Je dis vite d'attendre, déchirai un morceau de mon tablier et le pressai sur sa plaie. Je lui demandai de s'asseoir. Il me regarda comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortit. À voix basse, il dit que je n'avais pas peur de lui. Je secouai la tête et répondis que je n'aimais pas voir quelqu'un blessé. Il me fixa longtemps, puis murmura que plus personne ne lui parlait ainsi. Ses yeux semblaient doux, presque humains. Je souris un peu et dis que les gens devraient peut-être le faire plus souvent. J'essuyai le sang et ramassai les éclats. Il chuchota « merci ». Il n'avait pas prononcé mon nom depuis longtemps. Dans ma chambre, je ne pus dormir. Mon cœur était lourd et je me demandais pourquoi il restait si triste même quand on l'aidait. Le lendemain matin, il me fit venir dans son bureau. Je me tenais nerveuse devant lui. Il dit qu'il avait parlé durement la veille. Je voulais m'excuser, mais il me dit de ne pas le faire. Il avait été blessé. Pourtant, il me remercia doucement pour mon aide. Je sortis, le cœur battant vite. Quelques jours plus tard, il parla davantage. Il demanda de petites choses, si j'avais déjeuné ou si ma mère allait mieux. Je répondais chaque fois oui. Il hochait la tête lentement, comme si mes réponses comptaient. Un soir, j'apportai du thé et le vis avec Marc Benoît, un ami de l'entreprise. Marc souriait trop, sa voix sonnait faux. Il dit qu'Alex devait signer bientôt, sinon l'accord serait perdu. Alex répondit calmement qu'il voulait tout vérifier d'abord. Marc rit doucement et demanda s'il ne lui faisait toujours pas confiance. Alex ne répondit pas. Je sortis discrètement, mais je vis l'inquiétude sur son visage. Cette nuit-là, je passai de nouveau près du bureau. La porte était à demi ouverte.
Alex était assis, la tête dans les mains. Il semblait très fatigué. Je murmurai enfin que tout irait bien. Il se tourna surpris et demanda si je le croyais vraiment. Je fis oui de la tête et dis qu'il était un homme bon. Il sourit faiblement et dit que même les bons font des erreurs. Le matin suivant, il se passa quelque chose d'étrange. La police vint au portail et demanda M. Dubois. Peu après, ils repartirent, mais je vis la peur dans les yeux d'Alex. Il appela Marc et ils parlèrent dans une autre pièce. J'entendis Marc dire de ne pas s'inquiéter, qu'il arrangerait tout. Plus tard, Alex laissa son téléphone sur la table. Un message apparut. Il disait que le virement était terminé et qu'il fallait le garder tranquille. Ma main trembla. Je ne comprenais pas, mais je sentais le danger. Je reposai le téléphone. Ma tête était pleine de questions. Ce soir-là, Alex ne vint pas dîner. Je plaçai une assiette devant sa porte. Quand je voulus partir, je l'entendis dire doucement qu'il perdrait peut-être tout encore. Les larmes me montèrent aux yeux. Il avait déjà assez perdu. Le lendemain matin, il était très pâle. Doucement, il dit de ne pas croire tout ce que diront les gens si quelque chose lui arrivait. Je demandai pourquoi quelque chose arriverait. Il sourit tristement et dit que la vérité ne protège pas toujours ce monde. Ces mots restèrent dans ma tête toute la journée. Le même soir, je vis Marc quitter la maison en hâte, une mallette à la main. Il ne me vit pas. Un froid me traversa. Dans le bureau, des papiers gisaient au sol. Alex se tenait à la fenêtre. Je demandai si tout allait bien. Il dit oui, que c'était juste la pression du travail. Je hochai la tête, même si je savais qu'il n'était pas sincère. Dans la nuit, je trouvai dans la poubelle un papier à moitié brûlé. Dessus, il y avait des chiffres et le mot « compte ». Je ne le touchai pas, mais je le photographiai en secret. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que cette preuve serait utile. En allant dans ma chambre, ma mère appela. Elle demanda si j'étais sûre. Je répondis oui, mais que mon patron avait de gros problèmes. Elle dit calmement de prier pour lui, et peut-être que j'étais là pour ça. Je regardais par la fenêtre et murmurais « peut-être ». Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je sentis sa peur, sa douleur et autre chose encore. Je me préoccupais de lui plus que je ne devais, mais l'amour ne demande pas la permission. Il grandit en silence. À cette époque, j'ignorais que tout casserait bientôt et que je devrais choisir entre mon travail et lui. Après cette nuit, tout me sembla différent. Alex parlait presque plus, restait longtemps seul et ne mangeait presque rien. Parfois, je l'entendais téléphoner. Sa voix était tendue et il disait qu'on ne devait rien savoir. Derrière la porte, je restais. Mon cœur battait vite et je me demandais qui il craignait. Un soir, je revis Marc. Il souriait comme toujours, mais son regard me rendait nerveuse. Il dit que j'étais encore ici et que j'aimais mon travail. Son ton était faux. Je continuais, mais j'entendis Marc dire à Alex qu'il devait signer demain. Alex semblait fatigué et répondit qu'il avait besoin de temps. Cette nuit-là, je réfléchis longtemps. Je savais que je ne devais pas intervenir. Mais au fond de moi, je savais aussi. Alex était en danger. Le matin suivant, il paraissait encore très pâle. Je demandai s'il avait dormi. Il répondit doucement qu'il trouvait à peine du repos ces jours-ci. Je souris avec précaution et dis que même les forts ont besoin de pause. Il me regarda et demanda si je le pensais vraiment fort. Je fis oui et dis que j'avais connu pire et qu'il restait debout. Il sourit faiblement et dit que je parlais comme quelqu'un qui souffre.
Je répondis que c'était vrai. Plus tard, je le revis assis seul et voulus le faire sourire. Je demandai donc son plat préféré. Il regarda d'abord surpris, rit doucement et avoua qu'il ne s'en souvenait plus, et je ris avec lui. Ce petit moment fut chaud, mais il ne dura pas. Le téléphone sonna. Son visage changea et il dit vite qu'il devait partir et que je ferme. Quand il fut parti, je rangeai son bureau et vis une feuille ouverte sur la table. En bas, il y avait le nom de marque et les mots « contrat de transfert privé ». J'eus mal au cœur et pris discrètement une photo pendant que mes mains tremblaient. Cette nuit-là, Marc revint et entra dans le bureau d'Alex. Je me cachai derrière l'escalier et entendis Marc dire qu'ils couleraient tous deux si quelqu'un découvrait. Alex répondit calmement que son propre sort lui importait peu. Il voulait seulement la vérité. Marc dit froidement que la vérité ne le sauverait pas cette fois. Je compris alors que quelque chose de très grave se passait. Quand ils furent partis, je retournai au bureau et vis un classeur à demi ouvert sur la table. Dedans, il y avait des photos de chèques de la société. Certains portaient sa signature, d'autres celle de Marc, mais elles semblaient copiées. Mon cœur battit vite et je me demandais si quelqu'un voulait lui tendre un piège. Le lendemain, il n'alla pas au travail et resta silencieux au petit déjeuner. Je voulais lui dire ce que j'avais vu, mais j'avais peur. Alors, il demanda lentement si je pensais que les gens pouvaient changer. Je répondis doucement, seulement s'ils le veulent vraiment. Il détourna le regard et dit que, parfois, il est trop tard. Sa voix était si triste que mes yeux se remplirent. Le soir, Marc revint, cette fois sans sourire et très en colère. Il dit que des questions seraient donc posées et que M. Dubois devait régler le problème. Alex se leva et affirma calmement qu'il n'avait rien fait de mal. Mais Marc répondit durement qu'il paierait, puis partit. Je restai caché, mes mains étaient glacées. Plus tard, j'allai dans le bureau. Son téléphone vibra et un message dit qu'il fallait tout finir avant qu'il ne découvre. Mon cœur manqua de s'arrêter et je me demandais qui étaient eux et si j'étais visée. Cette nuit-là, je priais pour lui. Je compris que je tombais amoureuse d'un homme qui savait à peine sourire. Le matin suivant, quelque chose de choquant arriva. Il ne descendit pas. Sa voiture avait disparu, mais son téléphone était encore sur la table. Un appel d'un numéro inconnu arriva. Un homme dit de dire à Alex que son temps était fini. Puis il raccrocha. Tout mon corps trembla. Le soir, quand il revint, il semblait fatigué, en colère et plein de peur. Je demandai doucement s'il allait bien. Il répondit que personne n'est toujours bien. Nos regards se croisèrent et je vis une douleur plus profonde qu'avant. Doucement, il dit que si un jour il disparaissait, je devrais me souvenir que je l'avais trouvé bon. Les larmes me vinrent et je chuchotai qu'il l'était encore. Il se tourna, ne dit rien, mais je savais qu'il m'avait entendu. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Quelque chose en moi disait que les prochains jours changeraient tout, pour lui et pour moi. Le matin suivant, tout semblait lourd. Il ne descendit toujours pas. Je préparai le petit déjeuner et j'attendis, mais il ne vint pas. Mon cœur me disait qu'il était arrivé quelque chose de grave. Je frappai doucement à la porte de son bureau. Personne ne répondit. Quand j'ouvris, il était assis, immobile, une lettre à la main. Son visage était pâle. D'une voix brisée, il dit qu'ils allaient toutes lui prendre. Il expliqua qu'on l'accusait d'avoir volé de l'argent et qu'il existait des preuves avec sa signature. Je répondis
que c'était impossible, mais il rit tristement et dit que la vérité ne compte pas quand des mensonges possèdent des preuves. Puis on frappa et 2 policiers entrèrent pour poser des questions. Il ne résista pas. Quand ils l'emmenèrent, il me regarda encore, fatigué et sans aide. Quand la porte se ferma, je m'assis par terre et je pleurais. Quand ma mère appela, je pouvais à peine parler. Je dis seulement qu'il l'avait emmenée. Cette nuit-là, je ne pus rien manger. Dans ma tête tournaient bien les visites de Marc, les messages et les faux papiers. Tout devenait clair maintenant. Marc avait fait ça, et Alex avait fait confiance à la mauvaise personne. Je regardais les photos dans mon téléphone, les signatures, le papier brûlé et le message. Je compris alors que j'avais des preuves. Peut-être pas assez, mais assez pour me battre. Doucement, je me promis de le sauver. Le lendemain matin, j'allais à l'entreprise en faisant semblant d'apporter des dossiers. J'y vis Marc. Il parlait et souriait comme si rien n'était arrivé. La colère monta en moi. Quand il partit, je le suivis discrètement. Il marcha jusqu'à un petit entrepôt près du pont. Je me cachai derrière un mur et j'écoutais. Il parlait avec un autre homme et disait que la société serait à eux dès que M. Dubois serait écarté. L'autre demanda pour l'aide ménagère. Marc rit et dit que ce n'était qu'une fille qui ne ferait rien. Mes mains tremblaient, mais je pris une photo d'eux. Soudain, j'entendis un bruit. Une caisse tomba derrière moi. Marc se retourna et cria « Qui est là ?» Je me mis à courir aussi vite que possible. Il cria mon nom et ordonna de m'arrêter. Mes jambes me faisaient mal, mais je courus encore. Sur la grande rue, je sautai dans un taxi. Mon téléphone glissa presque. Je murmurai que Dieu me protège. La même nuit, j'allai à la police. Je leur montrai les photos et les messages. Un agent me regarda avec doute. Il dit que je n'étais qu'une femme de ménage. Pourquoi étais-je si sûre ? Je répondis que je le connaissais. Il peut sembler froid, mais ce n'est pas un menteur. La police vérifia tout et me demanda d'attendre. Des heures plus tard, un agent revint et dit qu'ils allaient enquêter. Je rentrai chez moi, pleine de peur mais aussi d'espoir. Le lendemain, je le visitais. Il restait assis, ses yeux étaient vides. Je dis doucement qu'il n'avait rien fait et que je le prouverais. Il me regarda longtemps et demanda pourquoi je me souciais ainsi. Ma voix se brisa quand je dis que je croyais en lui et en sa bonté. Il ferma les yeux et dit que personne ne lui avait jamais dit ça. Des larmes coulèrent sur son visage. Je pris sa main et promis qu'il serait bientôt libre et que je rendrais sa vérité. Le soir, la police appela. Ils dirent qu'ils avaient trouvé un compte bancaire au nom de Marc avec une signature falsifiée. Un grand soulagement me saisit. Le lendemain, Marc fut arrêté et Alex fut libéré. Quand il rentra, je lui ouvris la porte. Il avait l'air fatigué, mais calme. Il dit que je l'avais sauvé. Je souris en larmes et répondis qu'il aurait fait pareil pour moi. Il secoua la tête et dit qu'il ne l'oublierait jamais. Je dis doucement qu'il ne devait pas me remercier. Il avait dit un jour que la vérité ne protégeait personne, mais maintenant, il savait qu'elle le pouvait. Il me regarda et dit que j'étais différente et que je lui redonnais la foi. Pour la première fois, je vis la paix dans ses yeux. Le cauchemar semblait fini, mais je sentais qu'une nouvelle tempête du passé arrivait. Il était libre, pourtant il n'était pas heureux, plutôt perdu. Les nouvelles disaient que son nom était lavé, mais je voyais encore la peur dans ses yeux. À la maison, il s'assit lentement et dit qu'il ne savait pas comment me remercier.
Je répondis calmement que j'avais seulement fait ce qui était juste. Il dit que les gens ne risquent pas leur vie pour les autres. Je souris et dis que je n'étais peut-être pas comme la plupart. Il rit brièvement et dit que Marc paierait pour cela. Je lui demandai de l'oublier. Doucement, il dit qu'il avait retrouvé sa vie, mais se sentait encore vide. Plus tard, cette nuit-là, j'entendis un bruit au portail. Quelqu'un avait lancé une pierre avec un mot contre la porte. Sur le papier, on lisait que j'avais sauvé le mauvais homme et que la vérité restait cachée. Je restai figée. Qui avait écrit cela? Je courus vers lui et lui montrai le papier. Il dit que quelqu'un ne voulait pas que nous continuions. Je demandai s'il comprenait cela, mais il pensa que Marc n'avait pas agi seul. Le lendemain, j'allai à la police pour demander des nouvelles. On me dit que Marc se taisait, mais qu'un appel vers un entrepôt précéda son arrestation. Je pensai aussitôt à ce lieu. Je lui dis que quelqu'un était peut-être encore là-bas. Il ne voulait pas que je parte, mais je dis que nous devions finir cela. Le soir, je retournai à l'entrepôt. La lumière était faible, mes mains froides, mais j'entrai en silence. J'entendis des voix. L'un disait qu'il fallait brûler les papiers avant qu'on les trouve. Je vis 2 hommes sortir des dossiers d'une boîte. Je commençai à filmer, mais mon pied heurta une barre métallique. Le bruit résonna fort. Les hommes se retournèrent et crièrent « Qui est là ?» Je me mis à courir, mon cœur battait fort. L'un me poursuivit. Je glissais et tombais, mon bras me fit mal. Il attrapa mon écharpe et cria, furieux, que je n'aurais pas dû venir. Je me défendis, le frappai du pied et criai qu'ils avaient détruit la vie d'un innocent. Puis je saisis un bâton, frappai et courus dehors. Dehors, une voiture de police attendait. L'agent que je connaissais me cria de garder mes distances. Ils arrêtèrent les 2 hommes et je m'assis au sol en tremblant. Un agent dit que j'avais eu de la chance, car il voulait brûler de faux papiers pour l'accuser. Les larmes coulèrent, et je demandai doucement si tout était enfin terminé. Il hocha la tête et dit « Oui, je l'avais encore sauvé ». Quand Alex arriva au poste, je restai assise, silencieuse. Il marcha lentement vers moi et dit que je le sauvais toujours et qu'il ne le méritait pas. Je le regardais, les larmes aux yeux, et je lui dis qu'il mérite la paix. Il chuchota qu'il ne savait pas comment vivre maintenant. Je répondis qu'il devait réapprendre et commencer par un sourire. Il sourit, un vrai sourire, petit mais fort, et je sentis que tout changeait à cet instant. Doucement, il posa sa main sur mon épaule et dit que j'étais la personne la plus courageuse. Je répondis doucement qu'il n'était pas mal pour être humain, et nous avons ri en silence. La peur entre nous tomba alors, et dès ce moment, tout commença à guérir lentement. Il récupéra son entreprise et aida la police à arrêter d'autres personnes liées à Marc. Je continuai à travailler pour lui, mais rien n'était plus comme avant. Il n'était plus seulement mon patron, mais quelqu'un pour qui je comptais vraiment. Un soir, alors que je partais, il me demanda doucement de rester dîner. Surprise, je demandai « Dîner, monsieur ?» Il sourit et répondit « Pas monsieur, simplement Alex. » Je ris et répondis « D'accord, Alex », et ce mot réchauffa ses yeux. Je ne savais pas où irait notre histoire, mais je savais une chose. Après toute l'ombre, une petite lumière était entrée dans nos cœurs. Le temps passa et beaucoup changea doucement. Il ne se cachait plus derrière le silence. Il parlait plus, riait parfois, m'aidait pour de petites choses, et je ne l'avais jamais vu si calme. Un soir, il dit qu'il n'arrivait pas à croire tout ce qui était arrivé.
Il ajouta que j'aurais pu partir, mais que j'étais restée. Je souris et dis doucement que je voulais le voir sourire à nouveau. Il répondit que j'avais des raisons étranges, et je ris en disant que c'était simplement moi. Parfois, nous dînions et il parlait de sa femme et de son fils. Sa voix devenait plus douce. Il dit qu'il avait cru que l'amour était mort avec eux. Je répondis calmement que l'amour ne finit jamais. Il change seulement de forme. Il me regarda longtemps et chuchota que je parlais comme si j'avais perdu quelqu'un. Je baissai les yeux et dis que je n'avais pas connu la paix depuis des années. Je l'avais retrouvé ici et nos jours devinrent plus légers. Le matin, il attendait mon salut et disait souvent que j'apportais de la vie à cette maison. Je répondais qu'il m'avait amené ici. Ces mots restèrent dans ma tête. Un matin, je préparais le petit déjeuner quand il entra dans la cuisine avec quelque chose pour moi. Il me donna une enveloppe avec une lettre de l'hôpital. Le traitement de ma mère était payé. En larmes, je demandai pourquoi il faisait cela. Il répondit que j'avais fait plus pour lui que personne. Je serrai la lettre contre mon cœur et dès lors, notre proximité grandit en silence. Ce n'était pas un amour de roman, mais un lien simple où deux cœurs réapprenaient à battre. Parfois, il me regardait au travail sans rien dire, mais son silence suffisait. Un soir, il rentra avec un petit sourire et dit que l'entreprise était maintenant en sécurité. Je répondis que c'était une bonne nouvelle. Il ajouta qu'il pensait créer un nouveau service et qu'il voulait que je le dirige. Surprise, je demandai si c'était pour moi et il répondit que j'étais intelligente et digne de confiance. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir, pensant à la bizarrerie de la vie. L'homme qui m'avait autrefois effrayée était maintenant celui auprès duquel je me sentais en sécurité. Je regardais par la fenêtre et chuchotais que je crois l'aimer. Mon cœur battait vite le lendemain quand je le trouvai dans le jardin. Il dit que je devrais peut-être faire une pause et voir ma mère. Je répondis que je partirais bientôt, mais pas longtemps. Il demanda pourquoi, et je murmurai que ce lieu est devenu comme une maison. Il resta silencieux, mais ses yeux devinrent humides. Il s'approcha et dit que j'étais spéciale, que je l'avais changé sans le vouloir. En larmes, je dis que je ne l'avais pas changé, je lui avais seulement rappelé qui il est. Il sourit et demanda ce qui se passerait s'il disait qu'il ne veut plus me perdre. Un instant, tout s'arrêta, et d'une voix tremblante, je répondis « Alors, ne me perds pas ». Il prit ma main et me regarda. Il dit que j'étais venue comme aide, mais devenue sa raison de croire à l'amour. Mes larmes coulèrent, et je dis qu'il est la raison pour laquelle je ne me sens plus petite. Il serra ma main plus fort et demanda ce qui vient maintenant. Je souris et dis que nous recommençons, cette fois sans douleur. Il hocha la tête et dit qu'il le souhaite aussi. Nous restâmes là, deux personnes qui avaient beaucoup perdu et qui se sont trouvées. Je savais que rien ne serait plus comme avant et que l'amour faisait partie de notre histoire. Tout semblait paisible, mais j'appris que derrière la paix, un orage peut attendre. Un matin, en triant le courrier, je trouvai une enveloppe sans nom. Je l'ouvris et lus que mon père n'était pas mort accidentellement. Je devais interroger Alex. Mes mains devinrent glacées. Quand il rentra le soir, je lui montrai la lettre. Son visage changea et il s'assit lentement. Je murmurai que je voulais entendre que tout était faux. Il ferma les yeux et répondit que ce n'était pas comme je pensais. La voix tremblante, je lui demandai toute l'explication.
Il dit que mon père avait travaillé pour sa société et, cette nuit-là, tenté d'arrêter Marc. Je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Je demandai s'il le savait déjà. Il avoua l'avoir appris plus tard et n'avoir jamais trouvé les mots. Je reculai et dis qu'il m'avait laissé vivre et aimer ici tout en cachant la vérité. Des larmes remplirent mes yeux. Il confia qu'il avait eu peur de me perdre. Je répondis qu'il m'avait perdu en gardant le silence et je partis dans ma chambre. Cette nuit-là, la police appela. Un autre homme admit que mon père était mort pour protéger les dossiers d'Alex. Je lâchai le téléphone et compris que la vérité était différente. Le matin, je retournai le voir. Il semblait épuisé et très pâle. Je dis calmement qu'il aurait dû dire la vérité plus tôt. Il répondit qu'il essayait, mais la honte revenait quand il me regardait. Je m'assis près de lui et dis que mon père l'aurait refait. En larmes, il demanda comment je pouvais lui pardonner. Je souris doucement et dis que, même avec des fautes, il a un bon cœur. Il prit ma main et murmura que je l'avais sauvé 2 fois, du monde puis de lui-même. Puis il me montra un document de la fondation Thomas Miller. Il l'avait créé en mémoire de mon père pour aider les familles pauvres. En pleurant, je dis que mon père serait fier de lui. Il répondit doucement qu'il était fier de moi. Le soir, nous restâmes assis en silence, entourés de paix. Il osa dire qu'il ne savait pas s'il me méritait. Je répondis que l'amour ne se mérite pas, il se protège. Il promit alors de me protéger pour toujours. Nos regards restèrent longs et doux. Notre histoire avait commencé dans la douleur. Elle se termine dans une paix née de 2 cœurs brisés qui guérissent ensemble.